Alors, merci à tous d'être présents. On salue tous les gens qui auront la chance de nous écouter dans le futur sur le podcast Touche pas à mes droits. Alors, je vous dis un grand merci d'être là ce soir. Ça prouve pas seulement que vous voulez manger, mais que vous avez un intérêt pour les causes sociales. Je remercie tous mes collègues qui sont là. Vous êtes beaux et belles ce soir, comme d'habitude, et merci d'avoir accepté l'invitation. L'idée de cette conférence m'est venue surtout parce que le dossier Luemba, c'est un dossier sur lequel on a commencé à travailler en 2020 et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai appris à connaître toute cette équipe. On a appris à tisser des liens, on a plaidé ensemble, on a vécu des belles victoires jusqu'à maintenant, aucune défaite, faut le dire, dans ce dossier. Et je me suis dit que ces histoires-là méritaient d'être racontées, surtout parce que lorsqu'on parle de lutte aux droits fondamentaux, très souvent, on ne sait pas qu'est-ce que ça coûte lutter pour que le droit puisse avancer. D'où la raison pour laquelle on est là ce soir pour retracer l'histoire de ce recours du début, alors de sa genèse, jusqu'à la Cour suprême. Il va manquer un petit bout de l'histoire, peut-être qui nous amènera à avoir un deuxième épisode. Ce sera lorsqu'on aura la décision favorable et que la Cour suprême nous donnera raison sur toute la ligne. Alors, on a avec nous Christopher Luemba. Donc, je commence avec toi, Christopher. En 2020, tu es un jeune de 20 ans, tu étudies en administration à temps partiel et ta sœur va te mettre en contact avec Mike. Et au début, tu ne sais pas si ce dossier-là, c'est un dossier qui va devenir, on va dire, historique. Peux-tu nous dire un petit peu, quand tu as commencé ce recours-là, qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu pensais que ça allait être? Bonjour à tous. Dans le fond, je vais commencer au départ en 2020. Comme tu avais dit, j'avais 20 ans, j'étais étudiant. En fait, je suis vraiment un jeune homme ordinaire, rien d'exceptionnel. Mais c'est... On comprend que tu es extraordinaire maintenant, c'est ça? J'ai pas dit ça, mais bon. On le dit, on le croit aussi. Merci. Mais en fait, je dirais que ça a commencé avec les premières interactions que j'ai eues. J'ai eu mon permis en 2018 et jusqu'en 2020, 2019 environ, j'ai dû me faire interpréter près d'une dizaine de fois. Et je savais que c'est quelque chose qui allait arriver, déjà au préalable. Par contre, je savais pas que ça allait arriver autant fréquemment. Ma sœur, sachant qu'est-ce qui se passait, c'est là qu'elle m'a dit une fois, elle m'a dit « écoute, je connais un avocat. » En fait, je pense que c'était genre l'ami d'un ami, quelque chose comme ça. Puis elle m'a dit « je connais un avocat, je pourrais te mettre en contact avec lui. Tu pourras voir avec lui qu'est-ce qui pourrait être fait, les recours que tu pourras avoir droit. » Puis c'est là que j'ai rencontré justement Mathiméon. Puis ça a été une rencontre que je lui ai expliqué concrètement qu'est-ce que j'avais vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et je me disais qu'au final, le but de tout ça, ce serait d'aller chercher un gain de cause contre le corps policier, notamment de Montréal. J'en ai plusieurs, en fait, corps policiers avec qui j'ai interagi, on va dire ça comme ça. Mais notamment contre la SPVM. Mais je me disais que ça allait être une indemnisation que j'allais recevoir. Puis j'étais d'accord avec ça. Puis en cours de route, c'est là qu'il m'a mentionné justement que, tu sais, on peut s'attaquer à une branche, puis j'ai un gain de cause, puis c'est quelque chose qui est possible, oui, c'est bien, mais c'est très, ça n'enlève pas le problème qui existe depuis très longtemps. Exactement. Donc, je me rappelle quand on parlait, tu m'as expliqué qu'à un certain moment, tu as compris qu'on allait passer d'une cause individuelle à quelque chose de systémique, puis là, c'est là que tu as vu l'ampleur de la chose. Exactement, en fait, c'est ça qui a changé un peu ma perspective des choses. Mais ouais, écoute, tant qu'à aller en cours, pourquoi pas juste faire un changement au niveau du système plutôt que juste pour moi-même. Et on a commencé ça, c'était en 2020, novembre 2020 en fait, qu'on avait commencé le tout. Et honnêtement, je ne savais même pas où est-ce que ça allait aller. Je ne savais même pas si... on ne savait pas si on allait être écouté tout simplement, si elle allait être acceptée, peu importe. On ne savait pas où est-ce que ça allait aller, mais on s'est dit, mieux vaut essayer tout de suite et voir qu'est-ce que ça va donner. Si jamais ça ne marche pas, au moins, au pire, ça pourra ouvrir la porte pour d'autres personnes qui vont pouvoir essayer plus tard. Puis 5 ans plus tard, on est là aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une des choses que j'ai retenues de nos conversations, c'est le fait qu'à un certain moment, ce dossier-là est plus devenu un dossier que tu faisais pour toi, mais tu as compris que tu le faisais pour les autres. Lex, toi, tu as représenté l'Association canadienne des libertés civiles. Peux-tu, en 90 secondes, nous résumer le dossier Luemba? C'est quoi exactement? Quel est ce recours et qu'est-ce qu'on est allé rechercher à travers ce recours? Alors, c'est une contestation constitutionnelle en vertu de l'article 52 de la loi sur la Constitution. On demande une déclaration d'inoperabilité
invalidité de l'article 636 du Code de sécurité routière. C'est le pouvoir qui permet au Québec des interceptions routières aléatoires, c'est-à-dire sans justification, sans soupçon. Alors, on cherche une déclaration de la Cour suprême, en première instance de la Cour supérieure et maintenant devant la Cour suprême, que ce pouvoir-là n'est pas constitutionnel en vertu des articles 7, 9 et 15 de la Charte, sur la base que c'est une atteinte injustifiable des droits à la liberté, sécurité de la personne, droit à l'égalité, surtout le droit à l'égalité, et aussi contre la protection, contre la détention arbitraire. Merci. Bruce, toi et Lex, vous travaillez ensemble chez TGL Avocat. Lex est arrivé avec ce dossier-là et très rapidement, je pense que tu as perçu le potentiel constitutionnel de cette affaire. Toi-même, tu m'as dit, je connaissais le problème, mais je ne mesurais pas l'ampleur, notamment parce que tu es un homme blanc, tu n'as pas vécu le profilage racial comme les hommes noirs peuvent le vivre. Qu'est-ce que tu comprends au début du dossier et qu'est-ce que tu ne comprends pas encore? Mais quand on prend un dossier comme ça, c'est un peu une question d'instinct au début. Donc, on doit choisir le dossier en fonction de, à très haute altitude, de ce qu'on pense qu'on peut gagner ce dossier-là. Et cet article-là permet, l'article 636 du Code de la sécurité routière, permet aux policiers d'intercepter n'importe qui, n'importe quand, sans aucun motif ou soupçon. L'article 9 de la Charte interdit les détentions arbitraires. La Cour suprême, quand elle a dit que cet article était valide, a quand même reconnu que chaque utilisation de l'article donnait lieu à une détention arbitraire. Alors, moi, tout de suite, je me suis dit, j'étais au courant des statistiques. Je dis, c'est pas normal que ce pouvoir-là soit utilisé 5 fois plus pour un jeune homme noir que pour un jeune homme blanc. Hein, c'est pas normal, 10 fois plus. Et le problème dont Christopher a parlé, moi, j'ai 2 fils, eux, ils n'ont pas vécu ça. Hein? Et alors, moi, tout de suite, quand Lex est arrivé avec ce dossier-là, je dis, moi, je pense qu'on peut gagner ce dossier-là. Je ne connais pas le droit comme Lex le connaît, mais j'ai des bons instincts et je me suis dit, oui, je pense que c'est gagnable, ce dossier-là. Sarah, toi, à la jeunesse de ce dossier, tu commences en 2020, je pense que c'est en septembre 2020, tu commences ton implication à la clinique juridique de Saint-Michel comme étudiante au comité à la lutte au profilage racial. Tu as eu l'opportunité d'accompagner des usagers qui ont été victimes de profilage racial. Qu'est-ce que cet enseignement-là, cet accompagnement-là t'a donné comme perspective sur cet enjeu-là, s'il vous plaît? En étant justement au premier front, en étant vraiment la première ressource souvent pour laquelle les victimes ils viennent consulter, ça nous a permis de voir un peu vraiment le côté humain, tu sais, le côté vraiment ce qui vivent en général, puis tout ce qui allait avec. Donc ça nous a permis d'avoir un peu cette perspective humaine, mais ça nous a aussi ça nous a permis de, justement, bien plus tard, quand on a commencé à construire le dossier, ça nous a permis de voir comment la clinique juridique, on avait un différent regard sur le problème, que d'autres personnes, que d'autres intervenants, que les associations de lutte pour les droits, etc., qui parlaient plus... en général, nous, on était vraiment focusé sur l'usager. Fait qu'on avait cette perspective-là qui a vraiment aidé plus tard à construire nos arguments. C'est vraiment intéressant parce que justement, toi, tu as représenté la CGSM et une partie de notre argumentaire repose et a reposé là, en cour d'appel et en cour suprême sur une expérience de terrain. On y reviendra un peu plus loin. Bianca, au début du dossier Loemba, tu es en stage, tu es au barreau. Tu es à l'école du barreau et il y a Karine Joisil, qui était avocate, aujourd'hui juge à la Cour supérieure, qui t'envoie un message et qui te fait savoir que quand tu arrives au cabinet, tu vas être impliqué dans un dossier d'envergure. Parle-nous un peu de cet aspect-là. Mais comme tu le dis, moi, j'étais au barreau. Puis Karine m'a écrit, elle m'a dit « Bianca, pour toutes les personnes qui connaissent Karine, c'est une personne qui est très, très flamboyante. Elle m'écrit qu'il y a un dossier qui va à la Cour suprême. Là, on est automne 2022. Elle me dit on veut représenter l'Association canadienne des avocats noirs du Canada. Puis, comment ça fonctionne avec l'Association canadienne des avocats noirs du Canada? C'est qu'eux, ils ont toujours une préférence pour avoir des avocats qui les représentent qui sont noirs
de manière majoritaire. Puis à ce moment-là, au bureau de Montréal, Karine était la seule. Donc, Karine, elle regardait, OK, les personnes qui sont là, mais qui pourraient venir, et je faisais partie d'une de ces personnes-là. Donc là, arrivé au stage, Sajeda aussi était impliquée. Il y avait une autre collègue du département d'immigration. Ça, c'est à quel point qu'on essaie de ratisser le plus loin possible pour vraiment pouvoir offrir un bassin. Trouver la diversité dans le cabinet. Oui, exact. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y en a beaucoup plus. Mais c'était un défi. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au dossier. Toi, Sajida, on va parler un petit peu de Karine Joisille beaucoup. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais bon, elle fait partie de l'histoire. On est pendant la COVID et tu reçois toi aussi un appel de Karine qui te dit un dossier va rentrer, ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Et parle-nous un petit peu de ton rôle, un peu dans l'équipe du début. Quel rôle tu as joué dans le cadre de ce dossier-là à ses débuts? Oui, donc quand Karine m'a appelé, comme Bianca l'a dit, il n'y avait pas de sociétaire noire dans le département de litige. Donc, elle me dit, on a un dossier pour la Canadian Association of Black Lawyers. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à ce moment-là, donc Cable commence à vouloir faire des interventions judiciaires, à moins qu'ils avaient plus un rôle de lobbying, etc., pour défendre les intérêts de la communauté noire. Et donc, maintenant, ils veulent commencer à faire des interventions. Il y a ce dossier-là. Et elle me dit, écoute, normalement, ils ont une règle qu'il faut des avocats noirs dans l'équipe. Puis là, on peut pas staffer ça à Toronto ou ailleurs parce que c'est en français. Puis là, je me suis dit, ben, t'es une personne racisée. C'est correct que je dise que t'es une personne racisée? C'est genre ma deuxième interaction avec Karine. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec elle? C'est la première fois que je travaillais avec elle. Ça, je pense qu'on était à l'automne 2021. Ça faisait à peu près 1 an que j'étais au bureau, mais avec la COVID, c'était assez difficile de travailler avec des gens que tu connais pas. Donc, c'était effectivement ma première expérience avec elle. Et puis, donc, je lui ai dit, oui, je suis une personne racisée. C'est correct, Karine? Je pense que ça va. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, mon rôle était celle d'une second chair. Donc, j'ai pris connaissance, du dossier. Puis, j'ai dit à Karine, moi, je pense qu'on devrait focusser sur ça. Je pense qu'on devrait faire des arguments sur l'article 15. Le nœud de la question, je pense que c'est la réparation. Puis, on a parlé aux clients, on étaient d'accord. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais on devait commencer par, évidemment, être en interaction avec nos confrères et consoeurs qui avaient déjà commencé le dossier. Donc, Maître Johnston, Maître Gill, Maître Siméon. Puis, Maître Gill, pour moi, c'était des petites retrouvailles, là. On était camarades de classe à McGill. Donc, c'était vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec elle. D'ailleurs, Lex t'a enseigné à Bianca quand elle était Lex, qui était mon enseignant préféré, by the way. Personne extraordinaire, puis enseignante extraordinaire et également. Puis c'était vraiment le fun de se retrouver dans ce dossier-là, particulièrement parce que c'est un cours qu'on avait eu dans le cadre de la pandémie, donc c'était en ligne, et ça parlait du droit et de la pauvreté. Donc, de se retrouver dans le dossier Lamba où il y avait une dimension, je pense aussi, de pauvreté là-dedans lorsque l'État, de manière systémique, cible une certaine portion de la population. Je trouvais que ça permettait de faire comme... Des liens. Exactement, puis Je un comprends. full circle moment. Dardia, tu m'as dit quelque chose de très fort. Je pense que c'est hier soir qu'on s'est parlé. Tu m'as dit, avant de t'impliquer, tu avais vu l'article 636 appliqué à ton père, ton frère, tes cousins, mais tu n'étais pas encore capable de le nommer comme étant une injustice parce que à un certain point, tu voyais quelque chose de normal. Il y avait un aspect de normalité là-dedans. Comment ton expérience à travers le dossier Lwemba a fait évoluer ta compréhension de l'enjeu? Comment tu le percevais avant, puis comment ça a évolué? OK. Bonjour à tous. Pour répondre à ta question, mais je pense que, en fait, le mot normalité, c'est un mot que je trouve hyper intéressant parce que, comme beaucoup de notions, il doit toujours être compris avec la beauté du par rapport à qui et par rapport à quoi. Et donc, moi, dans le début de cette grande aventure-là, la normalité, c'était l'interception, en fait. C'était ça, le normal. Donc, c'était impossible de voir qu'il y avait une disproportion dans l'application de la mesure ou même de penser qu'elle n'était pas appliquée de la même manière pour les autres. Puis je pense que c'est quelque chose qui est comme important à nommer, quelque chose qui fait écho à des choses que les
usagers qu'on accompagne à la CJSM nous disent souvent, ou que les jeunes qu'on rencontre, qu'on fait des formations, nous disent souvent, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est normal, madame? Puis je pense que cette question-là, elle est intéressante parce qu'ils sont prêts à entendre que oui. Et donc, j'étais vraiment dans cette posture-là. Moi, j'ai des intérêts en sociaux, en poésie, en art, donc j'étais capable de comprendre de façon un peu macro qu'il y avait une disproportion, en fait, de regard ou de suspicion sur des corps qui sont noirs ou qui sont racialisés, mais c'était une normalité pour moi. Et bon, bien entendu, après du temps à la CGSM, c'est sûr que ma compréhension de l'enjeu a évolué et s'est enrichie de beaucoup de choses, dont une de ces choses-là, ce serait l'espèce de conflit de valeurs que je dirais qui intervient lorsque puis j'aurais même conflit de valeurs et je vais rajouter artificiel qui intervient lorsqu'on vient opposer des notions comme celle du droit à la sécurité du public, compris dans un sens large, avec des choses comme la dignité des personnes noires. Moi, je dirais que c'est à cet endroit-là que ma compréhension de l'enjeu a le plus changé. Super. Donc, le dossier va être instruit. Donc, il va avoir Maître Mike Séméon qui va déposer le dossier. Et ensuite, l'Association canadienne des libertés civiles, vous allez décider notamment de ne pas faire simplement une intervention qu'on appelle amicale, d'autres diraient symbolique, mais vous vous êtes dit, mettons des ressources. Okay? Je vais commencer avec toi, Alex. Ton bureau TGL a mis les ressources nécessaires. D'ailleurs, une des choses que tu m'as dit qui m'a vraiment impressionné, que je ne savais pas. Le dossier Louemba en 2021, ça représente la moitié de ton année de travail et tout ça a été fait de manière pro bono. Alors, ma question à toi, pourquoi c'était si important de mettre autant de ressources dans ce dossier? Je pense que c'est un dossier qui est énormément important, donc si on le fait, il faut le gagner, premièrement. Mais c'est sérieux, comme il y a... Quand tu dis gagner, je vois Bruce, il est comme « ouais ». C'est ça, il n'y a aucune utilité de faire une litige comme ça et de perdre ensuite. Alors pour nous, c'est vraiment... Et c'est pas juste quand tu prends un dossier pro bono comme ça, c'est aussi, il faut avoir la responsabilité dans ta tête qu'il y a des conséquences jurisprudentielles. C'est pas comme un client privé qui va vivre avec les conséquences d'une sens ou d'une autre, mais c'est vraiment comme il y a des conséquences pour peut-être une autre 20, 30 années de jurisprudence. Donc, on a toujours ça en tête. Parce que tu le disais, votre association cherchait à intervenir dans un dossier pour remettre en cause le pouvoir dans la douceur. Exactement. La douceur est décidée en 1990 et ça fait des années que la CLST cherche un dossier pour faire un test case sur la question de la constitutionnalité de ce pouvoir qui a été reconnu avant la mise en place de l'article 15 de la Charte. Okay? Alors, au moment où M. Ladouceur a été intercepté, l'article 15 n'avait aucune force en droit. Donc, la CLST cherchait depuis des années, mais la réalité est que la nature même du pouvoir veut dire que la seule façon que ça rentre devant les tribunaux, c'est soit dans un dossier criminel où on a des intérêts pour peut-être plaider coupable ou il y a des intérêts très individuels qui guident des choix stratégiques, ou on parle des gens complètement innocents. Et c'est ça, une des plus grandes injustices du pouvoir, la justification de sécurité publique, c'est des gens qui ont fait rien de mal, qui posent aucune menace à la société. Donc, ces dossiers-là sont pas susceptible d'une révision judiciaire. Donc, il fallait un dossier d'intérêt public, comme le dossier de Christopher, une personne qui était prête à poursuivre le gouvernement directement. Alors, je le répète, pour ceux et celles qui ont des questions, il y a le code QR, vous pouvez le scanner et je vais recevoir les questions sur ma tablette. Je pourrai les poser pour vous en cours d'entrevue. Bruce, en 90 secondes, ça, on est obligé de faire ça avec les avocats. Peux-tu me résumer la position de l'Association canadienne de liberté civile? Qu'est-ce que vous, en première instance, vous avez plaidé, si tu me résumes l'argument? Bien, on a appuyé les... Je sais que ton plan de plaidoirie faisait 100 pages, mais tu comprends. mais on a appuyé les conclusions qui étaient demandées par Mike Séméon, qui a commencé le dossier, qui l'a bien structuré, qui avait déjà 2 experts qui étaient extrêmement compétents, un criminologue et la doyenne de l'Université d'Ottawa, Marie-Ève Sylvestre. Marie-Ève Sylvestre. Et nous, on a vu notre rôle, on est intervenu à titre conservatoire, puis ça, il y a une question de stratégie
mais mélangé avec la tactique, c'est que je connaissais bien l'avocat du procureur général. Puis là, quand on dit à titre conservateur, c'est-à-dire que vous devenez une partie au même titre que les parties qui sont au dossier. Moi, je pensais que peut-être si je lui demandais gentiment, il ne contesterait pas une intervention conservatoire qui nous donnait tous les droits d'une partie. Et de fait, je lui ai demandé gentiment, et Michel Déhomme, qui est un avocat avec qui j'ai fait le procès des courageuses, du même côté, un grand juriste et un chic type, il a dit oui. Et après, il l'a regretté, je pense, parce que là, Lex et moi, on est rentrés dans le dossier, puis on a appuyé les conclusions de Mike, mais on a complété la preuve avec notamment un expert qui pouvait parler du vécu historique, parce que c'est très important pour une contestation sur l'article 15, le vécu historique, comment les jeunes hommes noirs vont percevoir le fait de se faire intercepter comme s'ils n'avaient pas le droit d'être à Repentigny. OK? Et cette preuve-là était très importante. Et nous, on a mis particulièrement l'emphase sur l'article 15. Moi, j'ai toujours vu ça comme si l'article 15 ne sert pas à faire invalider, à faire déclarer inopérante ce genre de disposition-là, il ne sert à rien. Parce que c'est vraiment un cas paradigmatique de discrimination par effet préjudiciable. 90 secondes, puis j'adore. Jean-Christopher, toi, ce dossier-là, c'est la première fois que tu allais à la cour et tu m'as dit que ta vision de la cour, c'était rigide. Tu pensais que c'était comme dans Suits. Shout-out à tous mes suitors qui sont dans la salle. Tu trouvais que c'était intimidant, mais tu as eu une surprise au cours de ce procès-là. Est-ce que tu peux nous partager, s'il vous plaît? Oui, bien entendu, comme je t'avais expliqué, c'est que ma vision de la cour, c'est que tu arrives à une place parce que tu vas être questionné sur chaque détail près. Et tu sais, avec un juge qui va analyser toutes tes paroles, tous les mots qui sont dans ta bouche afin de pouvoir déceler c'est quoi qui est derrière tout ça. Donc, je te mentirais pas que oui, il y avait un stress par rapport à ça. J'étais très nerveux par rapport à ça. Mais arrivé sur place, j'étais agréablement surpris. Ben, surtout aussi parce que il y a Maître Bruce qui commence toujours avec une blague pour commencer à détendre l'atmosphère. Donc ça. C'était quoi la blague? Je m'en souviens pas. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire, mais c'est quelque chose qui a été quand même assez comme qui a fait à plusieurs reprises. Donc c'est que ça a pu quand même détendre un peu l'atmosphère, puis de voir le juge aussi qui rit. Et juste dans son approche aussi, le juge Hiergeau, justement, qui était quand même très très ouvert par rapport à la cause. Donc ça m'a rassuré. Sur le coup, ça m'a rassuré. Puis j'ai pas senti de son côté qu'il était en train de me juger, mais plutôt en train de comprendre. C'est plus ça en fait la différence. Puis de l'autre partie aussi, je dois donner mon chapeau aussi au procureur général du Québec, qui a quand même questionné de manière respectable. C'était pas comme dans Suits, c'était vraiment de manière très très humaine, je dirais ça. Donc ça m'a également surpris. Super. Sajida, l'Association canadienne des avocats noirs que tu représentais, peux-tu nous résumer en 90 secondes quelle était la position que vous avez défendue devant le tribunal en première instance? Donc, nous, on avait juste 10 pages et non 100 de plans écrits, donc c'est un peu plus ciblé. Parce que vous étiez intervenant amical. Parce que nous, on était intervenant amical, donc on ne pouvait pas aller faire de la preuve. Tout ce qu'on faisait, c'était aller faire des plaidoiries pour aider la Cour. Le but, c'était de venir soutenir ce que les autres disent, d'amener une perspective différente, parce qu'on a tous des perspectives différentes, mais on focusait surtout sur l'article 15 de la Charte et la discrimination. Comme Bruce, on voyait ça comme étant le nerf de la guerre ici, ça n'avait jamais été tranché. Et puis, l'inégalité statistique qui est bien établie dans la statistique, la disproportion des gens qui se faisaient arrêter, qui sont noirs versus ceux qui sont blancs, était évidente. Et puis, comme Bruce, c'est ça qu'il faut. Puis après ça, on voulait aussi vraiment parler de la réparation. L'argument du procureur général était que même s'il y avait une discrimination, comment il faut la réparer, c'est au cas par cas, donner une compensation à la personne, un peu ce que Christopher nous disait au début. Et nous, on disait non. Quand c'est la loi qui n'a aucun critère comme ça, puis c'était un argument évidemment qui a été fait par les autres partis aussi, mais qu'on venait soutenir, ça doit être la loi qui est invalidée dans son ensemble. Ça ne fonctionne pas de juste regarder le cas par cas, surtout quand le profilage racial est tellement difficile à prouver, et c'est ce que la CJSM va aider à démontrer aussi plus tard à la Cour d'appel et à la Cour suprême. Merci beaucoup.
En vous parlant, une des choses que j'ai remarqué, c'est que il y avait une dimension humaine très profonde dans le cadre de ce dossier-là, dans le sens que, je pense que Christopher, tu le dis, l'image qu'on a de la cour comme étant un endroit froid, irrespectueux, ou un endroit où est-ce qu'on a peur d'y être, est devenu quelque part un endroit accueillant. D'ailleurs, Mike, une des choses qu'il me disait que j'ai toujours beaucoup apprécié, c'est une des raisons pour laquelle il me disait, moi, les entrevues, c'est pas trop mon truc. Il m'a dit, je voulais garder la sérénité à l'intérieur de la salle de cours, laisser les gens plaider à l'extérieur, mais à l'intérieur, garder un climat qui nous permettait de pouvoir débattre de manière sereine. Bianca, il y a quelque chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, dans les témoignages qui t'ont touché, il y a eu le témoignage de Joël de Bellefeuille, notamment, puis tu faisais référence au fait que ça t'a permis de comprendre la répétition, la banalisation, puis la violence du profilage racial. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce témoignage-là? Ce que je trouvais intéressant, c'est que il y a beaucoup de phénomènes dans la vie qu'on peut réellement comprendre et saisir tout l'impact seulement qu'on la vit. Puis, ce que je trouve intéressant avec le témoignage de Monsieur de Bellefeuille, c'est que lui, si je me rappelle bien, il a été adopté par des parents blancs, ce qui faisait en sorte que je pense qu'il y a des notions qu'on peut facilement comprendre qu'ils existent. Le racisme, la discrimination, mais même s'il savait que ces mots-là existaient et que c'est un homme noir, je pense qu'il a compris toute l'importance de ces mots-là et les conséquences vraiment quand, à son tour, il se faisait intercepter. Puis c'était comme, mais non, moi, j'ai un emploi, moi, je paye mes factures. Tu sais, Il ne savait pas qu'il rentrait à l'intérieur des stéréotypes qui existaient. Exactement, comme si le racisme, la discrimination peut s'expliquer uniquement à travers ces stéréotypes-là. Puis, parlant de stéréotypes, justement, Dardia, c'est un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup à la clinique juridique de Saint-Michel, permettre de comprendre quel est le rôle des stéréotypes par rapport à comment se manifeste cet enjeu-là. Oui, avant d'aller dans ta question, juste pour faire un peu du pouce sur ce que Bianca disait, en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez commun, c'est-à-dire c'est l'idée, en fait, que la respectabilité nous protégerait. Je pense que quand on est des professionnels, racialisés, il y a un peu cette idée-là que si on parle bien français, si on présente bien, ça mettrait comme une espèce de cape invisible autour de nos corps et nos êtres. Et ça, c'est faux, en fait. La respectabilité ne sauve absolument personne, jamais. Et ça, c'est quelque chose c'est vrai qu'il y a quelque chose de touchant de voir un corps noir qui pense qu'il a bien fait, qui pense qu'il répond à tous ces codes de respectabilité-là, être quand même soumis à ce pouvoir-là. Puis ce pouvoir-là, et ça, c'est pour répondre à la question que Fernando pose, mais c'est que c'est un regard institutionnel qui est j'aime ça des fois le mettre comme ça, c'est pas uniquement comme déshumanisant, c'est objectifiant. C'est-à-dire que si on part en fait du code noir, c'est pas juste que l'être, par exemple, noir est pas humain, c'est même pas qu'il est animal, c'est un bien meuble. C'est un objet, en fait. Donc ça, je pense qu'il faut prendre conscience que c'est de là qu'on part et que nos sociétés partent de ça. Donc d'une catégorie d'êtres au monde qui ont été exclus, pas juste de l'humanité, de l'animalité, jusqu'à devenir des choses. Donc ça, c'est notre point de départ. Puis après ça, avec le temps, mais bien entendu, il y a les catégories s'additionnent. Donc on part du fait que c'est des objets. Après ça, bon, peut-être qu'ils sont plus des objets, mais ça reste quand même des animaux. Donc c'est pas, puis je le dis de cette façon-là pour faire comprendre que c'est de la prédation en fait. C'est penser que des corps noirs sont plus violents, plus dangereux, moins fiable, en fait. Et lorsque c'est ça, l'imaginaire collectif qui nous nourrit du matin jusqu'au rêve, qui nous nourrit dans nos séries, dans nos téléséries, dans nos médias, tout le temps, dans la façon de montrer le visage de la criminalité dans nos journaux, mais ce que ça fait en sorte que la perception du danger par rapport à ces corps-là est plus élevée. À partir du moment que vous comprenez que c'est ça qui est en jeu, il y a plein de notions, en fait, qui commencent à faire du sens. Si vous pensez que le corps qui est devant vous est plus dangereux, plus violent, plus brutal, plus animal,
peut-être qu'au lieu d'avoir un policier, vous allez en avoir 5 pour une arrestation pareille, en fait. Donc, je pense que c'est ça, notamment que le travail à la CGSM nous permet de comprendre. Justement, ce que tu viens de dire, ça me ramène à toi, Bruce. Il y a un moment très touchant que vous avez eu, toi et Mike, après avoir entendu le témoignage de François Ducas, où est-ce que tous les deux, vous étiez en pleurs. Puis j'aimerais peut-être que tu fasses le lien avec ce que tu disais au début, ce que j'ai compris par rapport à l'ampleur. Puis je pense que ça rejoint ce que Dardia vient de dire. Tout à fait. Il y a plusieurs témoignages où de notre côté, on avait de la difficulté à retenir nos larmes. Et François Ducas était dans la même situation que Joël de Bellefeuille, c'est-à-dire qu'il avait été adopté. Et une des choses qu'on a mises en preuve, notamment avec une de nos témoins, c'était que dans les familles noires, en anglais, on appelait ça « the talk ». « The talk », c'est, à un moment donné, tu vas dire à ton jeune garçon en particulier, « Attends-toi pas à être traité comme les autres par la police. Attends-toi à être harcelé par la police. » Mais les Joël de Bellefeuille et François Ducas n'avaient pas eu cette discussion-là. Alors, pour eux, c'était un choc beaucoup plus grand. Puis, François Ducas, ce qui est arrivé, François Ducas était professeur à l'école secondaire à Repentigny. À Terrebonne. À ton école. Aïe, aïe, aïe. Et il s'est fait arrêter plusieurs fois à proximité de son école. Devant ses étudiants. Et une fois en particulier, il a refusé de s'identifier. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé la police. Il a dit, là, je suis tanné, là. Et il s'est fait arrêter, il s'est fait menotter devant ses étudiants. Et quand il a témoigné, c'était très, très dur pour lui. C'était très dur pour tout le monde dans l'auditoire. Et après, Mike et moi, on était dans un cubicule, puis là, Mike, il pleurait, puis moi aussi. Puis j'ai dit quelque chose comme, regarde, it's gonna be okay, parce qu'on va gagner. Mais ces émotions-là, quand on a plaidé à la Cour suprême, puis ça, la Cour suprême, c'est pas vraiment la place pour ça, mais j'ai référé à ça, puis cette même émotion-là est revenue en moi. Puis là, il y en a qui l'ont vu, mais j'ai eu comme un moment où je retenais un peu mon émotion à la Cour suprême en voulant dire, là, il faut que ça cesse, là. Il faut que ça cesse. Je la sens un petit peu, l'émotion ce soir. Mais t'es dans la famille, sens-toi à l'aise, là. On est là ensemble, OK? L'histoire de M. Ducas fait référence à des blessures, de l'humiliation, de l'indignité. C'est quelque chose que, par le témoignage d'un expert, Robert Wright, que tu voulais mettre de l'avant, Lex, tu m'as expliqué que c'était un moment où est-ce que tu étais extrêmement nerveuse. Ceux qui n'ont jamais vu Lex plaider, c'est assez phénoménal, tout le monde le sait. Allez réécouter en passant les plaidoiries de la Cour suprême. Vous avez tous bien plaidé. Mais j'ai un petit Astérix à côté de Lex quand même. Mais tu m'as dit que c'était un moment où est-ce que tu as réécrit ta plaidoirie. You were stressed. Pourquoi? C'est l'histoire de l'interrogatoire de notre expert Robert Wright. C'est important de comprendre qu'on dit souvent qu'il y a 2 mythes dans l'arrêt de la douceur. Premièrement, que les interceptions sont aléatoires. Manifestement non, et on avait une preuve statistique à cet égard. Mais l'autre mythe, c'est vraiment que ces interceptions sont de routine, sont sans préjudice. Et dès le début de mon implication dans ce dossier-là, j'ai réfléchi beaucoup à mes amis noirs et racisés, leur expérience, mes expériences pendant ma jeunesse, et j'avais une crainte qui était un peu confirmée en préparant nos témoins pour le procès, qu'on aurait le risque d'un témoignage qui était essentiellement, comme Dardia vient de dire, ben c'est normal. C'est normal. Comment tu sentis? Ben, je sais pas, c'était pas si grave que ça. Que le fait, une des effets de ce trauma, de cette violence, de cette injustice, c'est cette normalisation. Donc, on disait qu'il fallait un expert qui parlait directement de cette préjudice, les effets sur un individu. Quelqu'un qui était capable de parler de cette préjudice-là et faire une synthèse de tous les témoins qu'on a entendus pour éviter le risque qu'un juge pourrait conclure que ces interceptions ne sont pas si graves que ça. Mais aussi, je dirais que Robert était le seul expert noir. Et je pense que, comme avocate blanche, et surtout dans la dynamique qu'on avait avec Mike,
il y avait peut-être des questions... Parce que vous n'étiez pas en accord sur cette question-là par rapport Je à pense que, l'expertise. pour Mike, Robert White était l'expert de la CSC uniquement, bien que tout le monde a collaboré, comme c'était une collaboration extraordinaire. Mais on a vraiment insisté d'avoir cet expert-là qu'au début, Mike ne pensait pas nécessaire. Peut-être aujourd'hui, il aurait une opinion différente, mais pour nous, sans quelqu'un qui était capable de faire cette synthèse-là, il y avait vraiment un risque pour le dossier que dans l'analyse de la violation, la prépondérance pour les bénéfices les supposés pour la sécurité serait là. Mais il y a aussi il y a des questions que nous, on peut demander à un expert ou à un témoin qui étaient beaucoup plus difficiles pour Mike de demander. Par exemple, c'est quoi les conséquences sur ta perception de ta liberté? Qu'est-ce que ça veut dire sens-tu avoir moins de liberté dans la vie? On trouvait que parfois notre rôle, c'était de nous mettre dans les souliers du juge, homme, blanc, plus vieux, et de poser des questions un peu naïves pour lui permettre d'entendre la réponse. Naïves, mais qui sont pas nécessairement, qui vont pas nécessairement de soi quand on n'a jamais vécu l'expérience nous-mêmes. Exactement. C'est vraiment de faire la preuve de quelque chose qui est évidente, en fait. C'est tellement évident que c'est invisible pour le système judiciaire. Je comprends. Finalement, en première instance, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que le 25 octobre 2022, la décision va être rendue et on va gagner. Okay? Je dis on parce que même si je n'étais pas là en première instance, j'étais là quand même. Moi, je me rappelle où est-ce que j'étais. J'étais au Starbucks. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, mais je me rappelle, j'ai mon ami Rita, j'ai eu la décision. J'étais comme, on a gagné! J'étais en train de crier au Starbucks. J'ai vraiment vécu quelque chose de profondément profond. Donc, pour ceux et celles qui se rappellent, je comme ça avec Bianca, en un mot, dis-moi, c'était quoi ta réaction quand tu as su la décision? Moi, je me rappelle très bien, j'étais Un dans la mot? chambre. Ah, Non, les mais- avocats? Non, parce que je me rappelle très bien où j'étais. J'étais dans la chambre de mes parents, sur leur lit. Puis, je reçois le courriel. J'appelle Karine. Je suis comme, Karine, on a reçu j'avais même pas encore ouvert la décision, juste appelé Karine. Là, elle m'a dit, c'est quoi? Je suis comme, attends, je suis en train de dérouler. Parce que la décision était vraiment très longue. Et il faut savoir que, je pense... Les étudiants le savent, ils sont obligés de le lire au complet. Comme tout avocat, chaque fois que tu reçois un jugement, tu fais juste dérouler. Faut voir c'est quoi avant, puis après tu lis. Puis là, je dis à Karine, on a gagné. Puis là, nous deux, on a crié, puis c'était ça. Je vais toujours me rappeler. Sajida? Moi, quand la décision est sortie, je n'étais pas au bureau. J'avais pris un congé, puis je travaillais à une commission, à une enquête publique. Donc, je n'ai pas reçu... en fait, le courriel est rentré sur mon courriel auquel je n'avais pas accès. Et donc, je ne sais plus si c'est Bianca ou Karine qui me l'a... Je pense que c'est Bianca qui me l'a envoyé sur mon courriel personnel. Donc, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai évidemment partagé... Quand je suis rentrée chez moi, puis que j'ai consulté mes courriels, je l'ai vu, puis j'étais bien excitée. Puis là, Puis Karine m'a dit, bon, ben c'est pas mal sûr que ça s'en va en appel, fait que tu vas être de retour d'ici là. Fait que c'est bon. Fait que finalement, ça a bien fonctionné pour le timing pour moi. Alors, vous avez compris, avec des avocats, en un mot, ça ne fonctionnera pas. Bruce? Le 25 octobre, c'est ma fête. Ouh! Et- Ton cadeau! Et j'étais je faisais construire une maison, j'étais dans une réunion avec mon entrepreneur et mon épouse. Et là, j'ai vu la décision rentrer et, j'ai dit, la réunion est finie. L'émotion. La réunion est finie, puis j'ai pleuré. Lex? J'étais en congé de maternité, mais à la cour d'appel fédérale quand même à Toronto. Quel congé? Congé d'avocat? Mais j'ai été aussi comme enceinte comme ça. J'ai accouché, je pense, 10 jours après la fin du procès. Elle me regarde. C'était 10 jours, Fernando? C'est ce que tu m'as dit, en tout cas? Quelque chose comme ça. Mais là, mais je pense que le sentiment, c'était pas même... Je pense que c'était juste comme, like, one down, two to go. Comme, j'ai pas même célébré. C'était juste comme, OK, faut commencer à penser à la prochaine étape. Toi, Christopher, t'étais en entrevue et là, ton cell sonne. Mike appelle, il veut te parler. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, justement, j'étais en entrevue quand ça s'est passé. En fait, j'étais entrevue à la maison parce que c'était la COVID et tout ça. J'avais mon ordi devant moi, mon téléphone était juste à côté. Là, je vois Mike appelle, mais j'étais en Do Not Disturb, fait que j'ai pas vu la première fois. Mais la deuxième fois, j'ai vu.
Mais j'ai comme raccroché, j'ai comme, ok, c'est pas le moment, mais ça m'a intrigué. Pourquoi il m'appelle tout de suite? What's going on? Puis là, je vois juste un texto du coin de l'œil rapidement parce que tu vois, dévier mon regard de la madame qui m'interviewe. Je vois un texto, on a gagné, en majuscule avec des points d'exclamation. Puis là, genre, sur le coup, genre, mes yeux ont juste ouvert. Mais là, je me contiens parce que c'est la madame qui parle en même temps. Fait que c'est comme, tu sais, une émotion rapide, mais après, je suis revenu à moi-même. Puis, écoute, l'entrevue s'est passée, j'ai un peu pressé les choses. J'ai pas eu la job au final, mais peu importe. Juste le fait d'avoir gagné, ça voulait tout dire. Puis on s'est parlé après, puis c'était juste un moment très, tu sais, la pression retombe, on a été soulagés, c'était comme, waouh, tu sais, on l'a fait, puis on a réussi, tu sais, c'est un exploit. Il y a pas de mots pour décrire ça, en fait. Ah, c'est bon, on va applaudir. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Maintenant, on se transporte à la Cour d'appel du Québec. Dardia, tu commences ton parcours à la CGSM en janvier 2024. Donc, en mars 2024, ça fait 2 mois que tu es présente. Tu as eu un rôle où est-ce que tu as lu, écouté. Tu m'as dit que tu assemblais un peu les morceaux. Puis une des choses que tu as dit que tu as senti en écoutant les plaidoiries à la cour d'appel, c'est qu'on était en train de parler au pouvoir, talk to power. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Moi, en tout cas, les larmes sont jamais très, très loin de mon côté à moi. Donc, moi, je viens d'arriver à la CGSM. Je suis juste en train d'essayer de prendre mes marques et de comprendre dans quoi je me suis embarquée. Et donc, moi, je suis assise à l'audience. J'ai toujours des carnets de notes et tout. J'écris des petits poèmes. Je pleure. Parce que ça... Il y avait quelque chose de... Voilà. Il y a quelque chose de beau pour moi dans... Je vais le mettre de cette façon-là. Je pense que c'est facile au monde d'avoir une perspective qui est quand même assez cynique et pessimiste. Et je dis ça en tant que fière, cynique et pessimiste, dans le sens que c'est de là que je suis la majeure partie du temps. Cela étant, il y a comme quelque chose, en fait, dans le fait d'interpeller le pouvoir et que le pouvoir n'est pas le choix de répondre, que je trouve, et j'ai utilisé ce mot, mais jouissif, en fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de forcer, en fait, ça, puis je veux dire ça, je vais l'appeler comme ça, cette chose-là, à devenir un sujet dont le droit ne peut pas détourner le regard. Et ça, dans ce mouvement-là, résidait mon émotion. Tous ces avocates et ces avocates-là qui se tenaient dans cette enceinte-là qui est magnifique et qui exigeaient que le pouvoir réponde de lui-même. Il y a une très grande force dans ça. Il y avait un mini renversement discursif dans ça. Parce qu'habituellement, c'est le pouvoir qui soumet, en fait. C'est le pouvoir qui t'interpelle. Et là, il y avait des avocats et des avocates dressés, fiers, debout, qui parlait le langage du pouvoir au pouvoir, ce qui est absolument magnifique. Ça veut dire utiliser cette langue-là, donc la même langue qui déshumanise, ça me donne des frissons, la même langue qui déshumanise, qui détruit, mais c'est la même langue, dans la même langue, on peut parler au pouvoir et exiger des comptes. Moi, je trouve que, en tout cas, il y avait quelque chose de vraiment beau à cet endroit-là. Puis justement, tu me disais que les plaidoiries des avocats explorait le logos, le pathos et l'éthos. Parce qu'avec Dardia, quand vous travaillez avec elle, il faut toujours avoir un dictionnaire pas trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment tu le définis? OK. En fait, ces 3 choses-là, donc logos, pathos, ethos, c'est des composantes de l'éloquence. Donc, c'est-à-dire le logos, faire appel à la logique, le pathos, l'émotion, puis l'ethos, c'est comme l'espèce de figure qui permet à la personne comme d'incarner, en fait, ce qu'elle est en train de porter. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant, c'est que dans cet exercice de traduction ou de conversation avec le pouvoir, c'était pas uniquement des appels à l'émotion qui étaient là. Donc, c'était pas uniquement c'est larmoyant, c'est triste. C'est pas que c'est triste. Donc, c'était pas rempli de pathos. C'était rempli de logos. C'était plein de décisions juridiques pour le baquer, plein de références que l'institution trouve légitimes. Et ça, il y avait quelque chose de beau. Et quand je parle de beauté, la beauté est souvent entrelacée aussi de quelque chose de triste, hein, parce que ça veut dire que pour être en mesure d'obtenir ça, il faut prendre l'expérience qui est située. Donc, la connaissance que, par exemple, des corps racialisés ont, pour la plupart de manière un peu innée, et le traduire dans un langage que l'institution va comprendre, dans un nombre de temps que l'institution va comprendre, avec des références que l'institution va comprendre. Donc,
je veux saluer en fait cet exercice-là de prendre quelque chose qui appartient, qu'on pourrait traiter uniquement avec des larmes, et en fait de le complexifier à un niveau de langage que l'institution comprend. Puis je trouve que l'exercice, Fernando est dans la position, il nous interviewe en ce moment-là, mais il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans cette plaidoirie, de la même façon qu'il y a un petit astérix sur la plaidoirie de l'ex en Cour suprême. Je trouve qu'à la Cour d'appel, il y avait vraiment un espèce de déclic dans la plaidoirie que Fernando a fait, où je trouvais que la balance logos, pathos, ethos était vraiment grande. Puis je vais finir en disant aussi Merci. Cette dernière chose-là. C'est une citation de Frédéric Douglass que j'aime beaucoup, qui dit comme ça que, genre, power does not concede anything without a demand. It never does and it never will. Puis je pense que c'est vraiment important de le rappeler lorsqu'on parle de lutte contre le profilage racial. Les institutions sont vraiment bonnes pour faire genre qu'ils ont donné parce qu'ils voulaient, en fait. Qu'ils ont donné parce qu'à un moment donné, ils se sont réveillés puis ils ont compris qu'il y avait une violation. C'est jamais comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des gens qui demandent, qui parfois crient, qui parfois hurlent, qui sont souvent pas entendus. Et c'est après la demande, en fait, on arrache des choses au pouvoir. Puis je pense que c'est vraiment important de le comprendre dans cette dynamique de lutte-là, ouais. Mais on parle de lutte, puis une des choses qui est importante, c'est une lutte qui s'est faite en équipe. Sajida, t'avais Bianca, t'avais Karine également avec toi. La cour d'appel, à quel point c'était une étape que vous considériez importante? Est-ce que c'était juste la petite marche vers la Cour suprême ou vous sentiez tout le poids justement de l'institution à ce moment-là? On se sentait certainement, et on était aussi dans la salle La Fontaine de la Cour d'appel, qui est la grande salle dans laquelle il y a rarement des auditions, en fait. Une salle vraiment spectaculaire et impressionnante où on sent ce qui vient d'être décrit, là, le poids de l'establishment, là, on le sent sur nos épaules quand on est dans cette salle-là, je trouve. Et non, c'est une étape importante quand même, là, même si on s'attendait tous un peu à ce que ce soit le genre de dossier qui monte à la Cour suprême. La majorité des dossiers ne montent pas à la Cour suprême, et puis c'est beaucoup plus facile de gagner à la Cour suprême, fingers crossed, si on gagne aussi à la Cour d'appel et à la Cour supérieure. Donc, c'était une étape très importante. Et là, on parlait à trois femmes blanches sur le banc. Je pense que 2 étaient de Québec. On se posait la question, est-ce qu'elles vont comprendre? Elles vont pas entendre la preuve. Là, le juge Hierjou aussi, c'est un homme blanc, mais lui avait la chance d'avoir entendu les témoignages qui ont été décrits. Mais elles ont été d'une écoute extraordinaire pendant les 2 jours de l'audition. Et elles ont rendu un arrêt qui est vraiment fantastique, à mon sens. Sarah, toi, tu étais à la Cour suprême avec ta toge d'avocat, donc d'étudiante au comité. Tu représentais la clinique avec moi. Des fois, on voit moins le rôle des gens qui sont en arrière. On voit ceux qui plaident. Mais comment tu décrirais à quel point c'est important ce rôle de second chair, de personne qui est là, qui va supporter, qui va rédiger, qui va écrire, qui des fois prépare beaucoup pour que la personne qui sont en train de parler puisse avoir du matériel? Ben c'est ça. Je vois ça vraiment comme un travail d'équipe. Je me vois comme le Robin du Batman. Genre, il n'y a pas le choix qu'on le fasse ensemble si on veut vraiment réussir. Puis dans le dossier, j'ai jamais, en travaillant avec toi, Fernando, j'ai jamais senti que j'étais inférieure ou quoi que ce soit, ou que comme j'avais une position peut-être différentes. On a toujours travaillé en équipe à vraiment brainstorm dès le départ. Dès qu'on savait que... dès qu'il y avait eu la décision en cour supérieure qui avait été rendue, on le savait déjà. On se préparait déjà à préparer. Il m'a texté aussi cette journée-là, là, puis on n'était pas sur le dossier, mais on savait qu'est-ce qui s'en venait. C'est très important, ce rôle-là pour moi, surtout en tant que... je suis pas une avocate qui est plaideuse, je suis une avocate en droit des affaires, en commercial, je fais des contrats. Mon endroit où est-ce que moi je suis à l'aise, c'est derrière mon ordi, c'est à préparer, à faire les plans. Fait que non, j'ai pris ce rôle-là vraiment à bras ouverts. Moi, Bruce, je t'ai rencontré à la cour d'appel. Tu m'as dit quelque chose qui est toujours resté marqué dans mon esprit. Moi, je trouvais que c'était bold. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Bruce, c'était comme, c'est sûr qu'on gagne. C'est sûr qu'on va gagner. Moi, Try working with him. je suis quelqu'un qui a beaucoup de confiance, mais on dirait que j'ai pas le gosse de le déclarer de cette façon-là. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu étais aussi convaincu?
notre modèle d'affaires, c'est vraiment, soit on fait des dossiers pro bono, ou on fait des dossiers, on est juste payé si on gagne. Alors, si tu gagnes pas tes dossiers, si t'es pas capable de choisir ceux qui sont gagnants, le modèle d'affaires marche pas. Et on avait un jugement, il faut vraiment donner le crédit au juge Hiergeau qui a rendu un jugement tellement étoffé, tellement minutieusement rédigé. Dans notre compendium en appel, on a commencé avec des extraits du jugement de la Cour supérieure. La nature du profilage racial, l'incidence du profilage racial, l'absence de justification d'utilité de la disposition qu'on attaque. Et quand on lisait juste ces extraits-là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'autre côté? Et c'était très, très difficile. Je préfère, moi, défendre, je préfère attaquer un mauvais jugement en appel que de défendre un mauvais jugement. Et notre jugement était tellement fort, je veux dire, si l'esprit du temps, nous quand on a pris le dossier, je dis, là, la société est vraiment prête à faire ce dossier-là est mûr. Les juges vont être fiers d'avoir réglé ce problème-là, qui est une honte pour la société. Et ça, c'est très important, parce que les tribunaux sont un miroir de la société, pas l'inverse. Et quand les juges vont retourner à Québec à leur party de famille, ils vont se dire, moi, j'ai rendu jugement là, puis ils vont en être fiers. Parce que l'injustice était tellement patente, le droit était de notre côté. Alors, moi, oui, c'est vrai, je suis très optimiste. Quand je crois que le dossier est gagnant, je me gêne pas pour le dire. Super. Alors, pour terminer avec le volet cour d'appel, Lex, la cour d'appel, ça va être le moment où est-ce qu'on va accueillir des nouveaux intervenants dans le dossier, la CGSM, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il y a le BCLA aussi. À quel point la participation de ces intervenants ont changé un peu l'image du dossier juste avant la ronde finale? Ben, je pense que c'était essentiel. Il faut aussi reconnaître des intervenants à la Cour suprême qui viennent de partout au Canada, et également les commissions de droits humains de l'Ontario, des organismes de défense de droits ailleurs. Donc, la participation des intervenants comme la CGSM, ça donne une perspective du terrain, premièrement. Je pense que c'est essentiel que la Cour comprenne cette expérience dans les propres mots des gens qui le vivent et qui font ce travail-là. Mais aussi, ça démontre l'importance publique du dossier plus généralement. Tu sais, d'avoir une salle pleine à la Cour d'appel, pas juste d'intervenants, mais aussi d'étudiants en droit, de journalistes. Ça démontre à la Cour que le dossier est important et aussi que, tu sais, les gens vous regardent. Il faut vraiment bien faire votre travail également. Cette pression sociale, je pense, c'est une bonne chose pour les tribunaux. Donc, c'est comme ça. Super. Donc, je vous invite encore une autre fois, ceux et celles qui ont des questions, à utiliser le code QR. J'en ai reçu quelques-unes, on y arrive. Donc, parlons maintenant de la Cour suprême. Sajida, tu vas recevoir un appel. Parce qu'avec toi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Un appel de qui? Karine, voilà, vous avez compris, vous êtes là, OK? Et là, Karine te dit, Sajida, j'ai une nouvelle qui va changer ta vie. C'était quoi cette nouvelle? Donc, Karine m'appelle, c'est lundi matin, je suis chez moi, même si je suis supposée être au bureau, et je reçois un appel vidéo Teams, c'est pas normal. Là. Karine, elle m'appelle sur mon cell, ou elle passe à mon bureau, mais j'étais pas là, et elle me dit, donc, c'est ça, j'ai une nouvelle qui va changer ta vie. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux, Karine? Ça fait assez longtemps qu'on se connaît à ce point-là. Et elle me dit... tu vas devoir plaider Luamba toute seule, j'ai été nommée juge à la Cour supérieure. Et là, je la regarde. Et là, on est à combien de jours de l'audition? Exactement 1 mois et 4 jours, le 15 décembre 2025. Et donc, Karine me dit ça, je suis comme, pardon, qu'est-ce que tu veux dire? J'avais aucune idée là, qu'elle avait postulé à la magistrature, mais évidemment, c'est un choix fantastique. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que finalement, on se partageait pas le temps à deux. Le plan était toujours que je l'ai plaidé à la Cour suprême, c'est quand même stressant pareil, parce qu'on avait le statut d'intimé, on pouvait être deux, mais là, d'être tout seul, de plus avoir Karine, qui a quand même été un peu comme notre maman dans le dossier, là, je pense que Bianca peut en attester, c'était quand même quelque chose. Elle avait un peu... elle avait essayé de me donner des indices. Elle m'a dit qu'à peu près 2 ou 3 semaines auparavant, qu'on avait une rencontre de préparation avec le reste de l'équipe, elle avait mentionné quelque chose comme « Ah,
On sait jamais quand second chair devient first chair. Et moi, je l'avais pris dans l'esprit de oui, je sais, Karine, tu pourrais te faire frapper par un autobus. Comme, hey, Karine. Did not get the hint. Christopher, la Cour suprême, je pense que quand on rentre dans cette enceinte, on sent le poids de l'institution. T'as senti quoi? Rentrer à la Cour suprême avec un dossier qui porte ton nom? Il n'y a pas de mots pour décrire tout ça, en fait, mais je te dirais, arriver sur place, c'est tellement grandiose comme endroit, puis, tu sais, déjà, tu t'installes, puis, tu sais, d'habitude, on était en cour supérieure, il y avait un juge. Cour d'appel, 3 juges, mais là, vraiment, tu sais, c'est comme quoi ils appellent les juges, c'est 9 juges qui sont là, en train de représenter le pays en entier, tu sais, c'est comme... on passe à un niveau supérieur. Puis, pour moi, de savoir que le dossier s'est rendu là, en fait, tout le long que j'étais à Ottawa, en fait, je te dirais que j'étais quand même un peu nostalgique par rapport, je me voyais juste 5 ans auparavant qu'on a commencé ça, puis que j'étais encore un jeune homme de 20 ans, puis je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je ne savais pas où ça allait mener quoi. Puis de voir qu'aujourd'hui, on est rendu en Cour suprême, c'est pour débattre, non seulement pour le Québec, mais pour le pays en entier, c'était quelque chose pour moi de complètement fou, en fait, tout simplement. Toi, Alex, c'était pas ta première fois à la Cour suprême parce que tu as été auxiliaire à la Cour suprême pour le juge en chef Richard Wagner. C'était pas la première fois que tu plaidais à la Cour suprême, mais on a tous senti cette plaidoirie-là, elle est sortie de ton cœur, de ta tête, de ton chest. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu plaidais tes arguments devant la Cour avec toute la conviction qu'on te connaît? Bon, mais je pense... tu sais, il y a aucune possibilité de faire une erreur à ce stade. Je pense qu'il y a une énorme responsabilité. Tu as juste quelques minutes pour faire des arguments ultra compliqués en droit. Mais je pense aussi, pour moi, c'est pas ma première fois à la Cour suprême, mais c'était la première fois que je plaidais où j'étais là également au procès. Et j'ai senti une responsabilité d'amener un peu de l'émotion, de juste l'injustice raw qu'on sentait à la Cour supérieure, à la Cour suprême également. Ces juges-là ne voient pas la preuve, ils ne voient pas les témoins, mais il faut qu'ils comprennent les conséquences de leurs décisions et qu'ils sentent cette responsabilité également. Bruce, une des choses qui est particulière à la Cour suprême, c'est que on était rendu avec 3 intimés. Donc, on avait Christopher, on avait l'Association canadienne de liberté civile, on avait également Cable, qui a comme fait toutes les étapes, finalement, qui sera à la Cour suprême et qui a le statut d'intimé. L'impact de ça, c'est ce qu'on retrouve avec 60 minutes qu'on doit diviser à 3. On demande plus de temps à la Cour suprême. La Cour suprême dit non, vous allez plaider à l'intérieur de votre 60 minutes. Alors, ma question... Comment on fait pour résumer des années de travail, des semaines de preuves, des milliers de pages et un enjeu social aussi lourd en 12 minutes? On avait 25 minutes, Lex et moi ensemble, 25 minutes. Ça, j'ai de 12. 24-12. Non, 24-12, oui, c'est vrai. 12-12, 24 pour Mike. Et donc, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de taper sur les clous les plus importants. Puis ce que Lex a dit tantôt, les 2 prémices de la douceur, c'était que les interceptions étaient un inconvénient minime. Hein? Mais la preuve a démontré qu'au contraire, ça avait des effets traumatisants, dévastateurs, qui minaient la confiance de toute une communauté dans le système, le service de police. Et l'autre prémisse, c'est que les interceptions étaient aléatoires. Eh bien, non, elles ne sont pas aléatoires. Il y a une surreprésentation massive. Ces 2 clous-là, plus certains faits essentiels. Puis après ça, j'ai laissé Lex répondre à toutes les questions difficiles. Je leur ai même dit, si vous avez des questions difficiles, posez-les à Alex. But she's going to answer that. Don't ask me. Mais en soi, c'est un défi. Moi, c'était la première fois. C'est pas la première fois que je plaidais à la Cour suprême. C'est la première fois que je séparais mon temps. Et ça, c'était la 9e fois, juste pour les dire. Et c'était difficile de se diviser la chose parce que en étant le premier à parler, je sais que je peux avoir des questions qui vont vraiment relever de mon associé. Et avec le temps limité, c'était un grand défi.
J'avoue, là. Mais parlons de division. Il y en a eu une entre toi et Mike à la Cour suprême, dans le sens que vous avez décidé de prendre des chemins différents sur un argument juridique. Est-ce que tu pourrais nous entretenir là-dessus? Mais même en Cour supérieure, Lex et moi étions d'avis que il y avait pas, c'est un peu technique, mais il n'y avait pas de pouvoir common law qui avait jamais été reconnu de faire ces interceptions-là de façon complètement aléatoire. Le dossier La Douceur était un dossier d'interprétation statutaire et donc il n'y avait pas nécessité de reconnaître un pouvoir policier. On a fait la paix avec Mike à la Cour supérieure là-dessus. À la Cour d'appel nous a demandé après l'audition quelle est votre position là-dessus? D'où viendrait-il ce pouvoir de common law? Et là, nous, on a répondu pour notre cliente, l'Association canadienne des libertés civiles. Selon nous, le pouvoir n'existe pas. Et la Cour d'appel a maintenu notre position. Mike a fait un appel incident et avec lequel on ne pouvait pas être d'accord parce que notre cliente n'était pas d'accord avec ça. Nous, on n'est pas en faveur que ça soit facile pour les tribunaux de reconnaître des pouvoirs policiers quand ce n'est pas nécessaire. Et donc, on n'a pas plaidé ça live à la Cour suprême, mais Mike a reçu une question de la juge Martin là-dessus. Ben, je dois dire, est-ce que je peux... Je dois juste dire qu'après 5-6 ans de collaboration, c'est la seule fois qu'on avait une différence entre nous qui est devenue publique. Et je pense que ça parle d'à quel point c'était une belle collaboration et qu'il y avait tellement de travail pour trouver un consensus et pour présenter un front commun, que la seule division, c'est sur un point ultra technique de stare decisis. C'est pas mal. Non, exact. La collaboration avec Mike était extraordinaire on n'était pas d'accord sur ce point-là de droit. Ça ne changeait rien à l'issue du dossier de son point de vue. Exact. Dardia, toi, à la Cour suprême, c'est là que tu vas rentrer au dossier comme avocate au dossier, second chair aussi. Il y a une chose que tu m'as dit que j'ai trouvé beau, parce que Dardia est poète, si vous n'avez pas encore remarqué. Tu m'as dit que la visibilité n'a pas de corrélation avec la valeur du travail qu'on fait, surtout dans un enjeu comme celui-ci, notamment parce que les luttes se font souvent dans l'ombre. Comment tu pourrais nous l'expliquer? Oui, je pense que, je dis les luttes, mais c'est comme beaucoup de choses qui ont de la valeur. Je pense qu'il y a quelque chose de très, puis là on va aller, c'est pas technique, mais on va faire un petit détour. Il y a quelque chose de très modernité comme occidentale sur l'idée que c'est de la lumière que vient comme l'éclaircissement. Et donc, plus tu as de visibilité, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, c'est-à-dire on dit éclaircis ta pensée, éclaircis ton langage. Si c'est clair, en fait, tu peux le dire. Si ça s'énonce bien pour toi, alors ça va s'énoncer clairement. Bref, je massacre la citation de, je m'en rappelle plus trop qui, mais vous comprenez un peu l'idée qu'il y a cette pensée que la visibilité et l'éclaircissement, c'est ça qui est important. Tandis que c'est faux. Il y a énormément de très belles choses qui se passent dans l'ombre, qui se passent dans l'obscurité. Une image que j'aime bien, c'est, vous savez, dans les cales là, des bateaux négriers, là, c'était totalement la pénombre, mais pour moi, il y a pas un endroit qui avait plus de vie, en fait, qu'à l'intérieur de cette cale-là. C'est-à-dire que même à l'intérieur du truc le plus sombre, il y a quand même le chant, il y a quand même la vie qui demeure. Puis moi, cette espèce de philosophie-là, c'en est une que je garde dans absolument tout. Les luttes sont collectives. Les luttes, c'est beaucoup d'acteurs et d'actrices invisibles. Les conférences comme celle-ci, c'est beaucoup d'organisations qui est assise en fait derrière et qui est pas sur le stage. Ce travail-là, c'est souvent des femmes qui le font. Et je pense que tout ça, il faut le reconnaître, il faut le célébrer. Puis par exemple, à la CGSM, moi, c'est un gros shout-out à j'ai l'impression que j'ai juste envoyé des fleurs aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'il faut le dire, qu'il faut le nommer, ça m'émeut même de le dire. Travailler avec Fando, travailler avec l'ENIC, c'est vraiment un environnement dans lequel, peu importe ce qu'on fait, les contributions de tous et chacun sont toujours célébrées et appréciées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rend le travail vraiment plaisant. Super. Là, c'est moi qui vais être ému. Bianca, maintenant, on va aborder en fait le après. On a eu l'audition 19 et 20 janvier dernier. On est en attente de la décision. Bianca, toi, tu t'impliques à la clinique depuis 4 ans, dont 1 an comme présidente. Comment
la clinique, justement, tu sais que la clinique lutte contre le profilage racial. À quel point cette application-là, elle est importante pour toi? Tu es un avocat de litige, mais c'est une lutte auquel tu tiens beaucoup. Je suis encore dans ce que Dardy a dit. Ça fait en sorte que j'ai besoin de 2 secondes pour juste me remettre dans Il n'y a la pas de conférence. stress. Je vais passer à Jean-Christopher. Tu peux réfléchir. Toi, tu m'as dit ta vie a complètement changé. Ce dossier-là a changé ta vie. De un, tu as commencé à t'impliquer à la clinique juridique de Saint-Michel. Tu es invité sur des panels comme celui-ci. Chaque fois que j'ai invité Jean-Christopher dans mon cours, il est toujours présent. Tu as décidé de prendre cette lutte-là beaucoup plus que simplement dans le cadre du recours, mais dans ta vie de tous les jours. Pourquoi? En fait, comme on avait parlé aussi la dernière fois, c'est que ce procès-là, en fait, je dirais que ça a changé ma vie complètement. Tu sais, quand on y pense, c'est quand même quelque chose qui a pris 5 ans de ma vie, c'est un cinquième de ma vie que ça a pris, tout ça. Et ça m'a poussé non seulement à maturer un peu plus vite que ce que je devais. Comme je t'avais dit, j'avais commencé, j'avais 20 ans. J'étais encore, je sais pas, immature, mais ça reste que j'étais un jeune homme. Et ça m'a... De voir juste l'ampleur du dossier, et surtout, comme on a parlé tantôt, le 25 octobre 2022, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que j'ai reçu, une fois que ça a été médiatisé, la décision, tout ça, puis les gens ont su qu'est-ce qui se passait réellement, j'ai reçu une multitude de messages. Mais qu'est-ce qui m'a réellement touché? C'est quand, justement, c'est des mères qui me remerciaient pour leurs enfants, qui n'étaient même pas encore à l'âge de conduire. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé que comme c'est vraiment un aspect communautaire. C'est un combat pour la communauté, qu'est-ce que je fais là? Et ça m'a vraiment réveillé par rapport à l'ampleur des responsabilités que j'avais sur les épaules. Donc, ce qui m'a un peu poussé à m'impliquer encore plus, dont avec la clinique, avec d'autres organismes aussi également. Puis les panels aussi également, je participe, même si j'ai pas toujours envie parce que je fais avec quelqu'un me parler en public, mais je me pousse à le faire parce que c'est quelque chose qui est important. Puis les discussions qu'on a aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la communauté parce que ça peut équiper aussi les autres personnes qui vont écouter. C'est pour aussi les personnes, puis aussi la communauté pour l'avancement en fait final de la communauté. Donc, je dirais ça. Donc, c'est pas mal ça. Alors, même si tu n'as pas envie, on est vraiment content que tu sois là. Et désolé, c'est Joseph Christopher Lamba. J'ai fait une petite erreur dans ton nom, tu m'excuseras. Donc, je vais te reposer ma question, Bianca. Tu t'impliques depuis 3 ans dans la clinique juridique. 4 ans, oui. Dont 1 an comme présidente. À quel point, comme cette lutte-là, c'est quelque chose d'important pour toi? Bon, là, je suis prête. Je pense que ce que je disais par rapport à M. de Bellefeuille il y a quelques instants, je pense que son témoignage m'a autant touchée parce que je pense que ça rapportait à quelque chose auquel je pense que je m'identifiais. Je pense qu'il y a une partie de moi qui, maintenant, cette partie-là a été déconstruite. Mais en grandissant, je pense que mes parents, origine migrante, je suis venue ici quand j'avais 5 ans, m'ont vraiment éduquée avec le modèle de si tu fais bien les choses en étant une bonne immigrante, tu n'auras pas de problème, tu vas pouvoir avoir ta vie, avoir ta famille, tes enfants, et tout va bien se passer. Donc, moi, j'ai suivi un peu le modèle classique que je pense que beaucoup de personnes suivent, à l'école secondaire au privé. J'ai fait mon cégep, j'ai terminé mon cégep. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer à McGill-Landroit directement à partir du cégep. Ensuite, j'ai fait la course au stage. Je suis allée chez McCarthy Tétro. Ensuite, j'ai fait mon stage. Donc, le dossier Luamba, je l'approchais vraiment de manière comme un peu de loin, dans le sens que je sais que c'est une réalité qui existe, mais je ne sais pas si c'est vraiment ma réalité à moi. Elle existe là pour certaines personnes, mais c'est pas ma réalité à moi parce que moi, je fais bien les choses. Puis, c'est pas nécessairement... C'est comme un peu insidieux parce que c'est pas une réflexion qui est consciente, mais qui est inconsciente, qui fait en sorte que ça crée un rapport au sein de la communauté noire de nous et eux, alors qu'on est tous dans le même bassin et on n'a pas de cap d'immunité qui fait en sorte que... Moi, ça m'est arrivé d'aller à la cour, je demande une salle, on me dit « Ah, est-ce que vous êtes la traductrice juridique? » 4 fois. Moi, ça m'est arrivé 4 fois. Ou que... Ça m'énerve. Oui. C'est arrivé à Mike aussi. Oui. Ou que j'arrive dans mon ancien cabinet, il fallait donner les bonus, ils le donnent par chèque. C'est une dame qui est en charge de ça, elle ne trouve pas mon nom. Puis elle me dit, toi, t'es parajuriste? Là, je suis comme non. Elle recherche dans une autre pile, elle ne trouve pas mon nom. Parce qu'elle n'a jamais regardé dans la pile d'avocate. Elle regardait dans la pile d'adjointe, dans la pile de parajuriste, parce que quand elle me regarde, moi, même si je suis une personne compétente, qui travaille fort, c'est pas l'image qu'elle a. Fait que
je vais abréger parce que je vois que tu approches ton micro de ta bouche. Je peux dire que... Puis en plus, il m'avait dit, Bianca, il faut que tu te parles moins. La CJSM est devenue chez moi. C'est devenu là où un lieu de comme plusieurs luttes, mais un lieu où je me sens chez moi. Dans le sens que j'adore mon travail, j'adore mes collègues de travail, j'aime ça travailler en litige civil et commercial, j'aime ces dossiers-là. Mais arriver à la CJSM, c'est comme, on est à la maison. Fait que c'est ça que ça représente pour moi. En créole, on dit la caille, c'est. Oh, Kotaï, c'est mieux. La caille, c'est. C'est ça. C'est-à-dire la maison, c'est la maison. Lex, toi, tu m'as dit que ce dossier-là, c'est probablement le dossier dont tu es le plus fier. Tu étais enceinte pendant le procès. Tu as accouché 10 jours après. Aujourd'hui, ton enfant a presque 4 ans. Donc, c'est un bébé Loemba, là, quasiment. Comment ce dossier-là t'a changé, personnellement? Ben, je pense que c'est une chose d'avancer des beaux arguments juridiques. Okay? Il y a tellement de beaux arguments juridiques dans ce dossier. C'est un dossier de remède constitutionnel avant tout. Ça va être ça, les motifs de la Cour suprême. Après tout ce qui est sur l'article 15, on va avoir vraiment, j'espère, une belle décision sur les remèdes constitutionnels. Mais là, il y a quelque chose qui est complètement différent quand tu fais le procès. Tu es là pour 6 semaines, OK? Tu attends un jugement, un autre arrêt de la Cour d'appel. Maintenant, on est en attente encore. Tu sens une énorme responsabilité envers tous les gens qui sont impliqués, mais je pense constamment à nos témoins. Comme ça fait 5 ans, je pense à Schneider Augustin, je pense à Amanda Maxwell, je pense à Sven Stellemack. On est toujours en contact avec ces gens-là. Et comme moi, j'espère qu'on a une belle décision de la Cour. Parce que le moment où j'attends vraiment, c'est le moment où on peut les appeler pour les informer de cette décision-là. Parce que c'est leur histoire. Et c'est l'histoire de Justice Christopher, mais c'est aussi leur histoire. C'est un énorme risque qu'ils ont pris. Comme, viens avec nous devant la cour. Tu n'as aucune raison de penser que ça pourrait avoir un impact. Ça va être potentiellement une perte de temps humiliante. Tu vas être posé peut-être des questions racistes, frustrantes, des objections inutiles. Viens avec nous quand même. Let's go. Comme... Il y a une chose que tu dis qui est importante parce que je pense qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Moi, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de conversations avec Mike lors du procès de première instance pour trouver des personnes potables qu'on pouvait faire témoigner au tribunal. Puis je me rappelle une personne en particulier, une femme qui était venue déjà dans mon cours à 2 reprises. Et elle m'a dit, je l'ai fait pour toi, Fernando, mais je ne peux pas rouvrir à nouveau cette plaie. Puis elle avait le profil parfait, mais témoigner à nouveau, c'était trop difficile. Puis je pense qu'on ne salue pas assez le travail de ces 12 citoyens qui ont dit, nous on y va, on va se prêter au contre-interrogatoire. Donc je pense que c'est quelque chose quand même assez beau. Bruce, pour ton mot final, Mike l'a fait dans sa plaidoirie sur son 24 minutes. Il a pris 2 minutes pour rendre hommage à Michel Déhomme, qui est l'avocat du PGQ. Et tu l'as fait notamment là tout à l'heure en parlant de Michel Déhomme comme étant un gentleman. Tu n'as pas utilisé ce mot, mais tu aurais pu. À quel point ce dossier-là nous permet de comprendre que même si on a des positions différentes, on est capable quand même de se respecter? Ben, moi, je tiens à dire que pendant mes 12 minutes, j'ai pris la peine de saluer le travail de Mike, qui était... Sans lui, il n'y en avait pas de dossier. Et qui avait structuré un dossier de façon extrêmement compétente en droit. Michel Déhomme, je voulais mentionner, c'est un collègue comme on aime avoir parce que c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête. Et moi, j'ai raconté une anecdote au juge Hiergeau à la fin. Nous avons un associé qui vient de prendre sa retraite, André L'Espérance, qui était 25 ans au ministère de la Justice fédérale. Puis il disait... Quand on est à justice, on a tous les plus beaux dossiers, mais pas toujours du bon bord. Et j'ai dit ça devant Michel Déhomme avant qu'il plaide, et il lui a dit, de façon audible, pour le juge, il dit « À qui le dites-vous? » Et il dit « Je fais mon travail de façon compétente,
honnête, intègre, mais je sais qu'il y a un problème. Puis, sur le problème, moi, il y a quelque chose que j'aimerais dire qui rejoint quelque chose que Dardia a dit, quelque chose que Bianca a dit, et c'était l'idée de l'ex. La première chose qu'on a dite au juge Hiergeau, c'était une petite anecdote d'un poète américain qui est un peu controversé, mais qui s'appelle David Foster Wallace. C'est l'histoire de 2 jeunes poissons. Et les 2 jeunes poissons nagent dans l'eau sans trop se soucier des choses, puis ils rencontrent un poisson plus vieux. Puis le poisson plus vieux leur demande « Hey, les jeunes, comment est l'eau aujourd'hui? » Et les poissons continuent, puis les jeunes, à un moment donné, il y en a un qui regarde l'autre et dit « C'est quoi ça, l'eau? » L'eau, c'est la vie sans racisme. Et les poissons s'en rendaient même pas compte. La normalité, pour certains, c'est pas la normalité pour les autres. Et ça, le juge Hiergeau l'a compris. Et je rejoins quelque chose que tu disais aussi, c'est que nos témoins, plusieurs fois, on a dû les persuader. Puis ça, c'est l'essence de ce que nous, on fait. C'est que si les gens ne croient pas au système, ils ne participent pas au système. Et c'est très, très corrosif pour notre démocratie. L'État de droit, c'est absolument central dans notre démocratie. Et il y a des témoins qui nous ont dit, ben voyons donc, ça va changer quoi? Et puis on a dit, si on ne donne pas au système la chance de fonctionner pour vous, c'est sûr qu'il ne fonctionnera pas. Mais si on lui donne une chance, il peut fonctionner, puis moi, je crois qu'il va fonctionner. On y croit avec toi, Bruce. Dardia, entre le moment que tu as commencé à la CGSM en janvier 2024, tu m'as dit que les morceaux de casse-tête se sont rassemblés. Qu'est-ce que ce dossier-là t'a appris par rapport à tout le travail que tu as fait au cours des dernières années à accompagner des gens qui sont victimes et à voir concrètement des dossiers, quand on repart de toi qui parle de normalité à aujourd'hui? En 90 secondes. Oui, j'ai essayé. Je pense que ma compréhension, surtout juridique, du dossier, c'est ça qui a le plus changé. C'est-à-dire que, comme je vous disais un peu au début, moi, j'avais une compréhension qui était plus, au niveau des affects, de la poésie, de la socio, mais comprendre, puis ça, je pense que si je dois, en 90... t'as dit 90 minutes, hein? En 90 secondes, je pense que je vais me concentrer peut-être sur un point, mais c'est comme la complexité de cette preuve-là. Et le fait que la complexité de la preuve du profilage racial découle de sa nature. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas, ni ces mots-là pour l'expliquer, ni la compréhension mais parce que c'est une discrimination qui est indirecte, parce que les agents des forces de l'ordre vont pas admettre qu'ils ont profilé parce qu'il y a une série de justifications alternatives, notamment découlant de la sécurité publique, qui viennent justifier, même pour eux, l'action qu'ils sont en train de faire. C'est très, très difficile pour les personnes qui en sont victimes d'obtenir une réparation ou de même de faire avant la réparation, de faire reconnaître que ce qui est arrivé était une situation de profilage racial. Donc, je dirais que ça, je pense que c'est la chose dans ma compréhension de ce dossier-là qui a le plus changé. Puis, je pense aussi qu'il y a un point pour faire un peu du pouce sur quelque chose que Lex disait sur le côté que, pour moi, c'était un inconvénient mineur. C'est ça la réalité. Parce que c'était tellement normalisé que j'étais comme, ben oui, c'est un contrôle de routine, tu donnes tes papiers, tu passes une mauvaise journée, t'es en retard 5-10 minutes. Genre, je pouvais totalement comprendre le fait que c'est conçu comme un inconvénient mineur. Je le voyais mineur, je le voyais pas comme une atteinte à l'égalité ou une atteinte à la dignité ou à la sûreté. Puis ça vous dit à quel point il y a quelque chose qui était totalement normalisé et banalisé par rapport au traitement du corps noir. Puis là, je ne sais pas s'il me reste comme 20 secondes, mais je vais quand même le prendre. Juste pour dire que ce que je disais tantôt par rapport à... je trouve ça important de citer les choses, là. Donc, ce que je disais tantôt par rapport à la notion d'obscurité versus... la clarté, qui est un peu une exigence de modernité occidentale, c'est une pensée qui découle d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Marbeuf. Donc, je voulais nommer que ça vient de là. Et pour les gens qui sont en arrière et qui contribuent dans l'ombre à l'événement, il y a Abigail, Cindy, Kimberly, Xiomara, Jess, Ketia, Kadi et Katehi Lakpa. Voilà.
Alors, super. Je vais maintenant adresser les questions que j'ai reçues, donc des gens dans la salle. Véronique demande quel a été le leadership de Mike Séméon en tant que jeune avocat dans la concertation de tous les intervenants au dossier. Je ne sais pas si qui... Ben, c'est vraiment dommage que Mike n'est pas ici, en fait, parce que, tu sais, on parle de reconnaissance quand même. Sans lui, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de Joseph Christopher. Et il faut... Il y a Joseph Il n'y a pas de Christopher. Joseph Christopher, il n'y a On pas a compris, on a d'arrêt compris. Joseph Christopher contre le procureur général du Québec, c'est sûr. On espère. Mais là, il faut aussi rappeler que Mike, au tout début, parce que nous, moi, j'étais contactée par l'Association canadienne des libertés civiles. Il a contacté la CSC pour demander de l'aide. Au début, il a demandé de l'aide de beaucoup de monde. Il a été refusé par beaucoup de monde qui pensait qu'il était peut-être trop jeune, pas assez impliqué, pas assez senior, pas dans une grande cabinet. Mais il l'a fait quand même. Et il a pris un énorme risque, une risque financière avec sa carrière, avec son temps, avec sa réputation, de faire quelque chose qui n'était pas juste un dossier qui n'était pas gagné de l'avance, mais où il demandait de renverser une décision de la Cour suprême. Alors, il faut saluer pas juste la ténacité, mais aussi le risque qu'il a pris, qui était un risque qui était personnel, pas juste juridique, pas juste professionnel. C'est un courage énorme. C'est un courage vraiment énorme. On va applaudir Maître Mike Séméon, s'il vous plaît. Une autre question, je pense que je vais la poser à Bruce. Seriez-vous allé en appel advenant une décision défavorable en première instance? Absolument. Non, et absolument. Quand on prend un dossier comme ça, comme Lex l'a mentionné d'entrée de jeu, le risque, c'est si on ne met pas les ressources et qu'on perd, on peut créer de la mauvaise jurisprudence. On peut aller dans le sens opposé du sens où on voulait aller. Donc, quand on a pris le dossier, c'était un engagement à aller à la Cour d'appel et à la Cour suprême. D'emblée, c'était l'engagement du cabinet et c'était clair avec la cliente et c'était clair avec Mike aussi, qu'on serait là pour la durée du combat. Merci. Christopher, une question pour toi. Quelqu'un nous demande, est-ce que depuis le dossier, tu as noté moins d'interceptions routières ou plus, pour toi personnellement? En fait, j'en ai vu moins, mais aussi le fait que je conduis moins. Je conduis pas, en fait, je suis en transport en commun. Mais donc, ça aide, hein? Il y a ça aussi, mais je dirais, en fait, au début, c'est arrivé, en fait, j'en ai vu moins aussi, parce que je disais quand même au début, j'en ai reçu moins. Toutefois, ça arrivait à une circonstance que je venais de prendre ma voiture, en fait. J'ai pris une voiture de location, qui était une Dodge Charger dans le temps, en fait. Je me suis un peu amusé. Puis, c'était drôle, en fait, parce que je sortais de Centropolis une fois, c'était la fête d'un de mes amis. Je sors de Centropolis, il y a un policier qui passe à l'intersection devant. Il passe perpendiculaire à moi. Mais quand il me voit, moi, je suis comme derrière une autre voiture. Une voiture devant moi, je suis derrière l'autre voiture, on attend que le feu tourne vert pour tourner. Le policier, il était dans la voie du milieu, mais il a comme fait un virage de dernière seconde pour venir se placer derrière moi. Puis il m'a suivi jusqu'à temps que j'aille prendre l'entrée de l'autoroute. Et au début, il arrive, il prend... C'est comme d'habitude. Tu sais, les policiers, quand ils t'interceptent, ils sont pas toujours courtois, on va dire ça comme ça. Puis, comme d'habitude, ils me demandent les papiers, tout ça. Puis, je demande pourquoi. Il me dit pour vérification. Puis, je suis comme, déjà, là, je trouve ça bizarre, mais il était rendu tard. J'avais pas envie de la tête à ça. J'ai fait, tu sais quoi, prends un papier. Je voulais voir comment il allait réagir s'il voyait mon nom. Il a pris c'était drôle, il a pris le permis, puis comme, il a amené en arrière son collègue. Il était resté à côté. Son collègue est parti voir. Puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas vu concrètement ce qui s'est passé. Je sais juste que son collègue a juste glissé mon permis sur l'auto. Il a donné le permis, puis il est reculé pendant un instant. J'ai pas entendu ce qui s'est passé. Là, il est revenu, m'a donné les papiers. Il était comme, puis pour la première fois de ma vie, avec toutes mes interactions policières, il y a un policier. Il s'est pas excusé, mais il s'est expliqué. Puis il y avait quand même ce sentiment de... Tu sais, il regrettait qu'est-ce qui vient de se passer. Puis c'est la première fois dans ma vie que j'ai expérimenté ça. Puis après, maintenant, au permis, il m'a dit bonne soirée, monsieur. Je fais wow, qu'est-ce qui se passe? Wow. Puis ça a été la dernière fois que je me suis fait intercepter après ça. Wow, ok, cool. Je vais poser cette question-là à Sajida. Si l'inconstitutionnalité de l'article 636 est maintenue, pensez-vous que l'exception d'application pour les contrôleurs routiers
continuera à s'appliquer? Ça n'a pas vraiment été discuté en Cour suprême, donc je pense qu'ils vont maintenir ce que la Cour d'appel a décidé là-dessus, mais à suivre, la Cour suprême peut aussi faire ce qu'elle veut. Donc, on verra bien. Mais là-dessus, si je peux ajouter un point un peu relié à ce que notamment Dardia disait sur la respectabilité. Quand j'étais en droit, Lex s'en rappellera peut-être, on avait lu un discours de Marie Matsuda qu'elle avait donné qui s'appelle Multiple Consciousness as a Jurisprudential Method. Puis il y a un extrait de ce discours que je relis à peu près une fois par mois et qui dit quelque chose, comme là je le réduis un peu parce que sinon Fernando va m'arracher la tête, mais en gros qui dit « There are times to stand outside the courtroom doors and say this system is corrupt and justice will never prevail in this courtroom. There are times to stand inside the courtroom doors and say, this is a nation of fundamental laws of equality, justice, and personhood. And sometimes you have to make both speeches in one day. » Puis, à chaque niveau de cours dans le dossier Luamba, je me disais, OK, ce dossier-ci, it's time to stand inside the courtroom doors. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important personnellement. Et je pense pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le dossier, évidemment, tous les systèmes d'oppression se renforcent mutuellement et l'impact de la décision Luamba, c'est pas juste sur le profilage racial, c'est pas juste sur les interceptions routières, c'est un changement jurisprudentiel qui peut avoir un impact sur tous les dossiers où il y a des violations à l'égalité, et Dieu sait qu'il y en a. Wow, OK. On applaudit. Je veux juste dire qu'elle a sorti ça sa tête. Je pense que tu l'as appris par cœur. C'est magnifique. Je le lis à tous les mois. Alors, je termine en d'abord remerciant le courage de Joseph Christopher Luamba qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Prétendre vouloir changer le monde, beaucoup de monde le disent. Peu de monde le font. Et je salue ton courage, ta ténacité au cours des années. Je salue le courage, la ténacité de tous mes collègues qui sont là aujourd'hui. Je vais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui se voient faire la carrière avec beaucoup d'argent, je vous confirme qu'on n'a pas fait une scène avec ce dossier, mais on a grandi comme individu, comme personne. On voit le monde de manière différente avec toutes ces injustices, toutes ces laideurs, mais aussi toutes ces beautés, parce que c'est très beau qu'est-ce qui se passe ce soir de nous voir tous réunis aujourd'hui. Je salue toute mon équipe derrière qui est là, qui a travaillé à l'organisation de la conférence. Alors, Dardia a déjà cité vos noms. Je remercie également Dominique Bernier qui nous a beaucoup aidé back and forth les questions. Nos partenaires, l'Observatoire de profilage, l'Association des étudiants noirs droit, des étudiants noirs en droit de l'UQAM, la Converse, également la clinique juridique de Saint-Michel. Moi, j'aimerais ça prendre le temps de remercier aussi Fernando. C'est quelque chose que j'ai oublié de mettre dans mon discours. Je suis désolée, pas mon discours, mais quand j'ai parlé de la CGSM, quand je disais la CGSM, c'est nous, je me sens à la maison, je me sens bien. C'est que la CGSM est menée par 2 personnes extraordinaires qui me permettent d'apprendre, me dépasser, de réfléchir et de grandir. Puis Fernando, Dardia, si je suis fière de la CGSM, c'est parce que beaucoup, je récolte de votre travail, de votre passion, de l'énergie que vous mettez dedans au quotidien. Puis Fernando, j'aimerais ça prendre le temps de te dire merci pour ça aussi. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment pour votre présence. Pour tous les étudiants qui font partie du cours, on a cours mercredi. Faites vos lectures. Et ce fut un très grand plaisir de vous accueillir. J'ai oublié Corinne Annabelle Jacquet, ma chère Coco qui est là également. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.